Bonjour à tous et toutes, soyez les bienvenus dans cette nouvelle séance. Cette séance au cours de laquelle nous allons parler de deux sujets. Nous allons faire un peu de pédagogie et nous allons faire un peu de grammaire. Voilà, donc notre programme reste classique en quelque sorte, c'est-à-dire que nous allons alterner ce qui relève de l'observation du métier et ce qui relève de la maîtrise de la langue. Alors, de quoi allons-nous parler sur notre partie pédagogique? Nous allons parler d'un dispositif qui est un dispositif très commun au cycle 1, au niveau donc de l'école maternelle, c'est la dictée à l'adulte. La dictée à l'adulte. Alors, plaçons cela dans un contexte. Nous avons comme grand axe de l'école maternelle l'entrée très large dans le langage, et cette entrée dans le langage, c'est le langage mathématique, mais c'est le langage aussi, la prononciation, l'articulation, c'est dans la langue au sens très large, et toutes les matières contribuent à cette entrée dans le langage. Je disais lors de notre précédent cours que en motricité, certes, l'apparence voudrait que nous soyons sur une activité qui est une activité liée au développement du corps, mais c'est aussi une maîtrise de l'espace, c'est une maîtrise de la parole, c'est une maîtrise de l'interaction langagière. Quand vous dites à un élève, vous allez sauter, à des élèves, vous allez sauter de cerceau en cerceau à pieds joints, vous demandez à un élève de faire une démonstration, vous demandez à un autre élève de répéter la consigne, vous demandez à un élève d'essayer d'expliquer comment il a fait, vous demandez à un autre élève quel est le matériel qu'il y a sur place, un cerceau, un foulard, une corde. Bref, l'élève, il expérimente le langage dans une situation sociale. Donc le langage est absolument partout. Le langage est absolument universellement présent dans ce premier cycle d'école obligatoire. Il y a une phrase d'ailleurs dans l'accompagnement des programmes qui symbolise cette idée-là, c'est l'enseignant parle chaque jour à chaque élève. L'enseignant parle chaque jour à chaque élève. Alors, ça ne veut pas dire qu'on lui dit quelque chose à l'élève, mais ça veut dire qu'on interagit avec l'élève. Tous les jours, vous devez consacrer un temps de langage à chacun des élèves. Alors, c'est un temps qui peut être extrêmement court. Ça peut être, par exemple, lui demander s'il reconnaît une lettre. Il y a un absent, est-ce que tu reconnais une lettre? Est-ce que tu reconnais qui est absent? Ça peut être de lui demander de compter quelque chose. 1, 2, 3. Isoler des phénomènes. Ça peut être de discriminer un objet. Qu'est-ce que c'est que cet objet-là? Ah, ça, c'est un renard. Oh, renard. Ça peut être extrêmement court, mais c'est un temps qui doit consister aussi, du point de vue de l'enseignant, à un enrichissement. Alors ça, ce sera mon cours suivant. C'est le rôle de la parole de l'enseignant. À quoi ça sert un enseignant, en gros? Dit un peu de manière brutale. Bon, ben, ça a toutes sortes de fonctions, ça a toutes sortes de missions. L'élève, on peut lui demander évidemment de prendre en charge une parole un peu plus longue. Est-ce que tu peux répéter la consigne? Est-ce que tu peux m'expliquer quel est le phénomène qui est en œuvre ici? Donc, on peut avoir une information plus longue. Chaque jour, l'élève se trouve en situation de parole. Donc, c'est dans l'entrée dans le langage en général. Ce que nous regardons pour l'instant, c'est une restriction, c'est l'entrée dans l'écrit. On pourrait dire dans l'écriture. Alors, une petite question comme ça, à froid, quelle différence y a-t-il entre l'écrit et l'écriture? Écrit et écriture. C'est deux entrées différentes dans le dictionnaire. Vous prenez un dictionnaire, en général, quand vous avez un verbe, et que son participe passé est devenu un adjectif ou qu'il est devenu un nom parfois, c'est sous la même entrée que se trouve l'adjectif ou le nom. C'est la même chose sur les noms. Quand vous avez un nom qui a donné aussi un adjectif, il y a une seule entrée,
Et puis, dans cette entrée, il y a nom commun, puis il y a une variation, adjectif. Mais sur écrit et écriture, ce sont deux entrées différentes. Alors, quelle serait la différence, selon vous, entre écrit et écriture? C'est le tout début de l'écrit. Alors, proposition de votre camarade, l'écriture, ça concerne la fabrication des lettres. Est-ce que nous avons d'autres propositions? Pas d'autres propositions. Sur l'écrit, pas d'autres non plus. Oui. Alors, il y a un peu de cela. C'est des mots qui ont plusieurs sens. Hein, oui. Par exemple, si je vous dis le concours sera un écrit, vous voyez que ça signifie quelque chose de précis, c'est un type d'épreuve. Oui. Représentation d'une pensée. Moi, j'aurais dit l'écriture, c'est peut-être la pratique de, voilà, de mettre en pratique l'écrit, alors que l'écrit, ça peut être même visuel, parce que maintenant, on affiche des mots, des tableaux. Par exemple, en maternelle, les jours de la semaine, où ils rentrent dans l'écrit, mais sans pratiquer l'écriture. Ben, voilà, vos deux derniers camarades ont à peu près donné la distinction. L'écriture, qu'est-ce que c'est? C'est un principe qui consiste à restituer sa pensée par des formes codifiées de symboles. Restituer sa pensée par des formes symboliques, les alphabets ou les idéogrammes, par des formes de symboles codifiés. Restituer sa pensée par des formes de symboles codifiés. Je pense à quelque chose, je l'écris. L'écriture consiste à transférer la pensée en des objets symboliques. Pourquoi codifier? Parce que leur nombre est limité. Vous vous rappelez ce que nous avons vu en début de semaine, à savoir qu'il y a des phases dans l'écriture. La première phase, les écritures pré-alphabétiques, les élèves ne maîtrisent pas les symboles. Donc, ils font des dessins. Donc ça, c'est l'entrée dans l'écriture. L'écriture recouvre donc un champ qui est la compréhension, en gros, du fait qu'il y a une manière d'exprimer sa pensée qui n'est pas l'oral, mais qui est un autre grand champ, qui est celle des symboles écrits. Donc l'écriture, c'est la grande catégorie en quelque sorte, c'est restituer sa pensée par des symboles écrits. Et puis l'écrit, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est les supports qui portent la pensée. C'est plus restreint, hein, comme dans l'exemple que je venais de vous donner, vous passerez un écrit pour l'oral. Ben, certes, c'est de l'écriture, certes, c'est des symboles, mais c'est un objet un peu plus précis. On attend une forme d'écriture particulière. Une dissertation, par exemple, ben, c'est une subdivision. Donc, entrer dans l'écrit, ça se limitera davantage à ce qui relève de la connaissance des genres. Il y a des écrits qui sont narratifs, il y a des écrits qui sont descriptifs. Des supports, il y a des livres, il y a des affiches. C'est davantage l'objet écrit. L'objet au point de vue de sa pensée, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un roman, qu'est-ce qu'un poème, mais l'objet aussi tout simplement matériel. Alors que l'entrée dans l'écriture, eh bien, c'est la compréhension beaucoup plus vaste du principe que nous avons un principe pour nous exprimer, qui est d'un côté l'oral, mais un autre grand champ beaucoup plus vaste qui est l'écriture. L'écriture, je vous disais donc une petite carte mentale restreinte en début de semaine dernière, en début de semaine cette semaine. Dans l'écriture, il y aura la graphophonologie, la relation entre les lettres et les sons. Il y aura l'articulation avec la lecture. Il y aura la maîtrise de l'écrit.
c'est-à-dire les supports, c'est-à-dire les gens, mais il y a aussi la phonologie, la discrimination des sons. Et l'écriture, leur semble un peu plus vaste que l'écrit. L'écrit, ça se limiterait à la maîtrise des supports et des genres. L'écriture, c'est le principe manuel relié à la pensée, en quelque sorte. Donc, dans cette entrée dans l'écriture, il y a un type d'exercice qui est particulièrement étrange quand on est adulte de le penser, mais qui est extrêmement formateur. Dans tout ce qui relève de la discrimination phonologique, dans toutes les activités qui consistent à faire en sorte que l'on prenne conscience, ou fasse prendre conscience aux élèves qu'il y a une distinction entre les lettres, qu'il y a une distinction entre les sons. Pour entrer dans l'écrit, il faut évidemment savoir différencier les lettres. Il faut savoir évidemment différencier les sons qui vont avec. Dans tout l'ensemble des activités qui relèvent de cette graphophonologie, nous avons par exemple l'observation des albums. Vous allez lire une histoire aux élèves et vous allez regarder. Alors là, vous voyez ici, là, vous avez le titre. Alors ce titre, il est fait, il se lit comme ça, boucle d'or, et il y a un ensemble de lettres qui sont présentes. Quand on observe, quand on lit un album, on montre aux élèves les parties images, évidemment, mais on leur montre aussi les parties écrites, même s'ils ne savent pas lire. Qu'est-ce que nous avons? Bien, nous avons l'observation de tous les supports lors des rituels. Les étiquettes avec les noms, par exemple. Alors, mon nom, à moi, il commence par le son te, par exemple. Te. Alors, comment ça se rend le te? Quelle est la lettre? Quel est le te? L'élève montre la lettre en question. Qu'est-ce que nous avons encore comme activité de discrimination? Nous avons en gros tous les rituels qui reposent sur l'articulation entre l'oral et l'écrit. Et puis nous avons, parmi toutes ces activités qui permettent cette différence entre l'écrit et l'oral, la restitution de l'écrit et de l'oral, nous avons des activités qu'on appelle des dictées à l'adulte. Dans mon cours, je vais faire tomber les chants les uns après les autres. C'est-à-dire que je vais faire tomber par la suite l'observation d'albums. Enfin, je vais vous faire un cours là-dessus. Je vais faire un cours sur les rituels, sur les supports d'observation, voilà. Et puis après, on prendra un autre domaine, la phonologie, puis on fera tomber comme ça, petit à petit, tous les grands champs de ce que l'on fait en cycle 1, en cycle 2. Dans cette entrée dans l'écriture, donc, il faut à un moment donné faire observer aux élèves des sons, c'est la phonologie, et observer de l'écrit pour qu'ils différencient les objets. Et nous avons une activité qui permet cela. La première que nous avons regardée, c'est donc cette dictée à l'adulte. Et c'est cette dictée à l'adulte dont je dis qu'elle est très bizarre. Elle est très bizarre parce que on peut se demander, quand on est un adulte, à quoi peut servir d'écrire au tableau des éléments que les élèves ne peuvent pas lire. À quoi ça sert? C'est un peu pas de bras, pas de chocolat. Vous voyez, vous écrivez, mais personne ne peut vous lire. Alors, à quoi ça sert d'écrire pour les élèves? En fait, c'est extrêmement important parce que ça leur montre l'acte, comme ça, l'acte expert. Les élèves, qu'est-ce qu'ils sont capables d'écrire rapidement? Ils sont capables de faire des lettres, ils sont capables de faire des gribouillis, ils sont capables, en fonction de la maîtrise qu'ils ont progressif de l'écriture, ils ont ces écritures essayées dont je parlais en début de semaine. Ce n'est pas un acte expert, c'est un tâtonnement, c'est un essai. Puis, à quoi ils ont accès? Ils ont accès aussi à des albums tout écrits. Mais comment ça s'est fait pour écrire ces albums? Comment on a fait pour fabriquer toutes ces lettres?
On leur explique jamais. C'est un tout. Voilà, il y a un titre, Boucle d'or et les trois ours. Suite. Alors que quand on leur montre un adulte qui écrit, eh bien, ils prennent conscience de l'aspect à la fois manipulatoire. Qu'est-ce que c'est que l'écriture? Ben, c'est commencer par un bout puis aller vers un autre bout. C'est commencer par un élément. En général, c'est l'élément de gauche. On écrit de gauche à droite. C'est produire des lettres. Comme eux, ils ont des lettres dans leur prénom, mais on ne les met pas dans un ordre. On ne les fabrique pas dans un ordre aléatoire. On les fabrique selon un ordre précis. Et puis, ça leur montre que quand on est adulte et qu'on écrit, on prend l'oral, on prend la suite de sons, et on la transfère justement, étape par étape, sur les symboles écrits. L'oiseau se pose sur la branche, suite de sons. En phonologie, on va apprendre aux élèves que tout ça, ça se découpe en petites salves. L'oiseau se pose sur la branche. On va leur apprendre que la suite, elle est faite en fait de plusieurs éléments qui se juxtaposent. On va leur apprendre en phonologie que les éléments, ils sont réutilisables ailleurs. L'oiseau se pose sur la branche, la feuille, la saison, la table, c'est le même là. Les éléments, ils se réutilisent d'une phrase à l'autre. Ce qui permet de les isoler, ce qui permet de comprendre que, en fait, une phrase, c'est pas un tout, mais c'est plein de petits morceaux. Et puis, quand on les écrit, ces phrases, que fait-on? Eh bien, on reprend ces différents petits éléments et on les ordonne dans l'espace. Donc, l'acte expert d'écriture, la fabrication, le mécanisme, c'est observer le mécanisme, c'est à ça que ressemble la dictée à l'adulte. Pour prendre un exemple tout simple que vous allez comprendre, vous allez au restaurant, vous avez une assiette. Dans l'assiette, il y a des choses. Bon, ben, vous l'absorbez, ce que l'on vous donne. Mais il y a une autre manière de procéder aussi, c'est de regarder le cuisinier, comment il fait. Et de passer derrière, de l'autre côté, du côté cuisinier. Cuisinier, il va prendre un objet, il va lui faire un traitement particulier, puis un autre, puis un autre, puis un... et ça donne l'assiette. Et on peut certes rester client du restaurant, mais si un jour on veut cuisiner soi-même, il est quand même bon d'avoir la partie « regardons le cuisinier ». Et c'est ça, en fait, la dictée à l'adulte, c'est observer le cuisinier. C'est observer l'individu dans un acte expert. Une petite parenthèse, des dictées, il y en a toutes sortes. Ça aussi, ce sera un cours que je ferai au second semestre sur le lexique et l'acquisition de l'orthographe et de la grammaire. Les dictées, il y en a toutes sortes. Est-ce que vous en avez observé des dictées pendant vos stages? Est-ce que vous avez observé la manière dont les enseignants géraient cette notion de dictée? Oui, alors qu'est-ce qu'ils faisaient, les enseignants que vous avez vus en dictée? Alors d'abord des jeunes filles derrière, puis après, allez-y. Avec des dictées flash, c'est ça. Les dictées flash, c'est par exemple, on va écrire au tableau des mots, il faudra les mémoriser, et ensuite on va les dépasser et faire une dictée en utilisant ces mêmes mots dans une phrase. Je ne sais pas si j'ai fait. Bah, pour moi, c'était clair, mais je vais commenter pour vos camarades. Bon, il y a un oui, alors. Bien, et puis. Moi, c'était la même chose que ma camarade. D'accord. Alors, la dictée, c'est comme un tournevis. En soi, ça ne sert à rien. Mais si on lui trouve un usage, si on a des vis, ben, ça devient utile. La dictée, elle a pour objet
de prendre conscience que les mots ont une forme particulière. Prendre conscience que les mots ont une forme particulière. Prendre conscience que les mots s'organisent les uns avec les autres. Donc, il y a des manières d'utiliser cette notion de dictée de manière relativement différente. La manière peut-être dont vous avez souvenir, c'est ce qu'on fait plutôt au collège, c'est-à-dire qu'on va vous dire, comme au brevet du collège d'ailleurs, il y en a une, je prends un texte de Victor Hugo et je vous dis demain dès l'aube, et je vous lis le poème, et puis vous l'écrivez. Alors, ça, finalement, on ne le fait jamais. On ne le fait jamais ou presque jamais au cycle 1. Pourquoi? Parce que de toute façon, si je vous ai dicté adapté au Master 1 que vous êtes, j'irai chercher dans le dictionnaire des mots que vous ne connaissez pas, mais vous auriez tout faux. Il y a une telle prolifération des mots qui s'écrivent de manière bizarre en français que de toute façon, on est toujours en faute. Et puis, même si je prenais des mots très usuels, je pourrais toujours avoir des petits problèmes. Et si je prends l'orthographe du français, on a toujours parfois des écarts. Dans un mot, il y aura un seul N, dans son adjectif, il y aura deux N. Dans le nom, il y aura un QU, dans l'adjectif, il y aura un C. Bon, il y a toutes sortes de variations que nous verrons, que nous étudierons le lexique. On est toujours un peu en faute. Donc, il y a effectivement une activité que l'on fait plutôt au collège, c'est de prendre des mots qui doivent être des mots appartenant au lexique collectif de la nation. Tout le monde doit savoir les écrire, et puis les ordonner, puis vérifier si les individus l'ont acquis. Quand on est dans un principe non pas de vérification, mais plutôt d'acquisition, on trouve différents types de dictées. Alors, une dictée qui était très utile, mais qui était exclue par notre ministre il y a un petit mois, enfin, il a dit qu'il n'en voulait plus, c'est la dictée à trous. Et pourtant, c'est extrêmement utile, la dictée à trous. Dans une phrase, il y a tout un ensemble de phénomènes qui ne m'intéressent pas. Parce qu'ils sont trop compliqués, ces phénomènes, ou c'est parce que je n'ai pas l'intention de les évaluer ce jour-là. Donc, je vais dans un texte qui va dire l'oiseau se pose sur la feuille du peuplier, il s'approche du nid. Voilà, j'ai une phrase comme ça. Nid, il y a un dé au bout. On peut le savoir comment si on passe à nidifier. Ça ne m'intéresse pas. Je sais que les élèves, ils ne le trouveront pas. Donc, est-ce que je change le mot ou est-ce que je leur donne? Si dans la phrase l'oiseau se pose sur la branche de peuplier, je veux vérifier le mot oiseau. Parce que lui, on l'a vu. Je peux faire un trou, c'est-à-dire je dis l'apostrophe, se pose, tout est écrit, sauf les trous, sauf les endroits où je veux que les élèves réfléchissent. Alors, c'est des dictées qui vérifient les accords en général, ou le vocabulaire déjà acquis. Je donne aux élèves, j'interroge les élèves, je leur demande de se remémorer que les endroits que je souhaite évaluer, et pas tout le reste. Moi, vous avez une question? Ça permet de s'arrêter aussi à l'aura au littérature. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle dit à l'oral, en fait, quand il y a un mot compliqué, elle le surligne. Elle souligne uniquement la partie du mot qui est compliqué, et le reste, elle le laisse faire par les élèves. Voilà. Si vous ne pouvez plus écrire tout ce qui est compliqué et laisser l'objet véritablement d'observation ou d'analyse en blanc pour remplir, vous pouvez lire la phrase « L'oiseau se pose sur la branche de peuplier ». Alors, peuplier, P-E-U-P, voilà, vous l'écrivez au tableau ou alors vous le donnez. Donc ça, c'est un type de dictée qui est un type de dictée qui simplifie tous les phénomènes périphériques et qui se concentre que sur les phénomènes que vous voulez étudier. Oui, vous voulez par exemple étudier les accords du sujet et du verbe. Et vous apercevez que tout un ensemble de noms sont faux dans leur orthographe ou de verbe. Mais les accords sont justes. Vous êtes un peu embêté, parce que l'élève aura des corrections partout, mais il a parfaitement réussi ce que vous cherchiez, les accords du sujet et du verbe. Mais dans son impression, l'élève, qu'est-ce qu'il aura? Il aura que tout est corrigé. Alors, il a très bien réussi, mais tout est corrigé. Donc, pour éviter qu'il y ait une discordance, une dissonance, qu'il y ait deux directions,
Vous faites à la fois, vous simplifiez les phénomènes non évalués. Ceux qu'ont vu vos camarades, les variations là-dessus, ce que l'on fait le plus souvent, c'est qu'en fait, on évalue en jour 2, ou en moment 2, le vocabulaire qu'on a observé au moment 1. Et si je prends le mot tout simple, de quotidien, qui est mais, ben mais, si on reste dans l'orthographe du français, ça pourrait être le verbe mettre, ça peut être de la nourriture, des mets, ça peut être des choses fausses, comme la mer. Ben, il y en a toutes sortes. Et puis alors après, on peut faire des mets avec des T, on peut faire toutes sortes de choses. Déjà dans le lexique, il y en a une variation sur les mets. Puis en plus, il y en a toutes sortes. Donc s'il y a froid comme ça, vous essayez de savoir s'ils savent écrire, mais ils ne savent pas. Donc qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on observe les mots. Et puis, dans un temps 2, ça peut être le lendemain, ça peut être dans la foulée, mais un quart d'heure après, ça peut être après simplement les avoir effacés. Vérification, est-ce que vous vous rappelez comment on écrit le mot mais? Oui, non. C'est de la mémoire d'évocation. Hier, on a vu. Vous vous rappelez qu'on a dit qu'il y avait des difficultés. Où étaient les difficultés? Si vous vous rappelez, c'est un mot compliqué. C'était sur la fin. C'était sur le son et, où étaient les difficultés? Les élèves, ben, ils ne trouvent pas. Puis ceux qui ne retrouvent pas, ben, on refait une observation du mot. Ou alors on le fait dans l'instant, hein, on les écrit, on les analyse, on les efface, et puis 5 minutes après, on dit, bon alors, mais qui peut me le reproduire le mais? Observation, langage en situation, et puis ensuite, langage d'évocation, se rappeler que. Donc des dictées, tout ça pour dire quoi? Des dictées, il y en a plusieurs modalités. Mais en tout cas, on ne fait plus d'évaluation comme ça, à froid, sans support, de mots qu'on a vus il y a très longtemps. On apprend des mots, on regarde des mots, et seulement ces mots-là, on les évalue en termes de dictée. Pourquoi? Parce que les élèves, ils sont exactement comme nous adultes sur ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas qu'ils font des fautes. Et comme ils ne savent pas qu'ils font des fautes, ils ne peuvent pas les corriger. Je vais vous donner un exemple de ma vie personnelle. Quand j'étais en troisième, je crois, ou en quatrième, il y avait une phrase dans une dictée. J'ai toujours eu 0 en dictée. Moi, j'ai toujours été extrêmement mauvais en dictée. Et d'ailleurs, je suis toujours assez mauvais en orthographe, soit dit en passant. Mais il y a un filon d'or venait la montagne. Filon d'or venait la montagne. Et c'est veine, les veines dans lesquelles il y a du sang. Et la prof qui était un peu peinée de me voir aussi mauvais en orthographe me dit, mais alors veine, c'est comme, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce que c'est? C'est des, je dis, c'est des veines. Elle me dit, oui, bah alors. Bah alors, rien. Alors rien, quand on ne sait pas comment ça s'écrit veine, fut-elle dans le poignet, dans la jambe ou autre, ben, on ne peut pas transférer sur quelque chose. Donc quand on ne sait pas, on ne sait pas. On ne sait pas qu'on fait des fautes. Donc c'est pour ça que les mots qu'on évalue en dictée, c'est des mots qu'on a observés antérieurement, sur lesquels on a essayé de réfléchir, ni nidifier, vert, verte. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ces mots-là? On se donne des moyens mnémotechniques pour s'en rappeler. Donc, il y a toutes sortes de dictées qui ont pour objet de réutiliser, de vérifier la réutilisation, de vérifier des mécanismes. Est-ce que vous avez bien compris que le déterminant va avec le nom, le sujet va avec le verbe, ou qui ont simplement pour objet de réactiver les observations que nous avons faites antérieurement, mais deux problèmes, le AI, le S. Est-ce que vous vous souvenez où étaient les problèmes? Est-ce que vous arrivez à vous en souvenir? Et puis, il y a une dictée un peu particulière donc sur le cycle 1, j'y arrive, c'est la dictée à l'adulte. Et cette dictée à l'adulte a donc comme objet non pas de montrer l'orthographe, non pas de montrer l'écriture de mots en particulier, mais à faire entrer les élèves dans un principe d'écriture. Un vrai principe d'écriture, je pense, et cette pensée se traduit par un objet écrit. Je pense,
Et ça ne donne pas un livre. Ça ne donne pas de l'écriture toute faite, avec plein de lignes. Ça donne un mécanisme progressif d'écriture. Oui. Et on fait plus. Mais elles faisaient d'abord avec leur prénom. Il y avait des étiquettes, donc elles étaient toutes mélangées, les intervalles, et ils devaient deviner, enfin, ils devaient chercher leur prénom. Et donc, des fois, il y en a qui ça se faisait automatiquement, mais ceux qui avaient des difficultés, elles leur demandaient d'écrire le prénom. D'abord, par exemple, je ne sais pas moi, O, alors elle l'écrivait O, elle le montrait, puis la deuxième lettre, elle l'écrivait. Alors ça, j'ai effacé. J'avais un rituel quelque part. J'avais étiquette et rituel. Effectivement, quand on observe un cycle 1, on a l'impression que la première demi-heure, c'est des activités qui sont plutôt utiles pour l'enseignant. Elle fait l'appel, elle regarde qui est présent, qui est absent, elle compte qui est là, qui n'est pas là, et puis après, on demande quelle est la date, ou des choses comme ça. Mais ces rituels, ils n'ont pas du tout l'objectif qu'on pourrait croire qu'ils ont. Ces rituels, c'est les grands moments d'entrée dans le langage. Et avec, donc j'en reparlerai quand je ferai un cours spécifique sur les rituels, quand les élèves ils arrivent, pour ceux qui n'ont pas fait de cycle 1 encore, quand les élèves ils arrivent, sur la porte de là-bas ou sur une table, il y a toutes les étiquettes représentant tous les prénoms de la classe. Et chaque élève prend l'habitude, au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, de prendre l'étiquette et puis de la mettre quelque part sur le coin, sur le tableau, dans le coin de rassemblement. Et les étiquettes, elles sont au début fabriquées comme ça. Elles ont elles sont majuscules, hein. Elles ont 3 informations. Elles ont la photo, l'initiale qui émerge, et puis le reste des lettres. Et une fois que les élèves sont rassemblés, après que tout le monde soit arrivé, il est 9h moins le quart, 8h40, qu'est-ce qu'on fait? L'enseignante fait récupérer par un élève les étiquettes non utilisées, donc les étiquettes des élèves absents, et puis on va essayer de dire qui est présent, qui est absent, enfin pas qui est présent, parce qu'on le sait, mais qui est absent. Et ça n'a pas du tout comme objet de savoir qui est là ou qui n'est pas là, ça a comme objet de savoir comment on fait pour lire. Si un élève vous dit « Ah ben c'est Pierre qui est là parce qu'il y a sa tête là », ben, c'est qu'il est capable de discriminer, d'entrer dans un principe social, il sait qu'il y a des membres de la classe et puis il y en a qui ne sont pas là. Lui, cet élève-là, il est dans une phase sociale, de sociabilisation. En général, on cache quand même le petit portrait, et puis on dit, bon, alors qui n'est pas là? Et les élèves ne savent pas lire, donc en théorie, ils ne peuvent pas. Mais tout l'objet, c'est justement de les faire entrer dans le principe de la phonologie et de l'écriture. Comme dit votre camarade, qui est là, qui n'est pas là? Eh bien, celui qui n'est pas là, il a cette lettre-là au début de son prénom. Donc, qui l'a parmi vous, cette lettre-là? Bon, alors, quelqu'un va dire, ben, moi je l'ai. Alors, elle se prononce comment dans ton prénom? Transfert de la lettre, discrimination de la lettre. Et c'est là que arrivent les activités quand les élèves ne savent pas. Bon, alors je la refais en plus grand, cette lettre. Elle est comme ça. Alors, est-ce qu'il y a d'autres lettres qu'on reconnaît que vous avez dans votre prénom? Ben, il y a Laurent qui va dire, ah bah oui, bah moi j'ai la suivante, moi. Bon, bah alors, elle est comme ça. Cette démonstration de comment on écrit les lettres, c'est aussi, ça participe à une réflexion qui est la réflexion de l'entrée véritablement dans le principe graphophonologique et puis de la déduction. Si ma lettre, moi, c'est celle-là, puis je m'appelle Frédéric, ben, soit ça fait re, soit ça fait fre, soit ça fait. Donc je cherche quelqu'un qui s'appelle fre quelque chose, fré quelque chose, ou feu quelque chose, ou etc. Je reparlerai quand je traiterai les étiquettes, mais surtout les rituels au sens plus large. Donc la dictée à l'adulte, je reviens là-dessus, elle a comme objet de montrer l'acte expert. Alors je vous propose une petite retranscription de séance.
cette petite retranscription de séance. Elle reproduit une dictée à l'adulte, donc évidemment. Et nous allons essayer, comme je fais d'habitude sur les retranscriptions de séance, nous allons essayer de reconstruire le projet pédagogique qui est là derrière. Et pourquoi l'enseignant il fait ça? Comment? Où est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'il a anticipé? Comment il a construit sa séance? Et puis nous allons essayer de regarder comment ça se déroule et pourquoi ça se déroule comme ça et ce que cela nous indique sur les élèves. Parce que, évidemment, l'objet d'une séance, c'est quand même d'être formateur pour une X élève, à défaut de toute la classe, qui serait l'objectif. Donc, quand nous sommes dans une observation d'une séance, on se demande ce qui se transmet dans cette séance et comment ça se transmet. Alors, nous avons tout d'abord une première indication. Hop, je vais faire apparaître. Oui, bon, mettez ça là. Merci. Nous avons une petite indication en haut à gauche. Le résultat, c'est ça. C'est je me lave les mains avec du savon. J'ai 5 ans. Je m'appelle Delphine M. J'ai les cheveux blonds et tous les jours une couette. Je travaille à SAB, c'est le nom de l'école, ça doit être un Saint, je ne sais quoi, de Belfort, bref, c'est pas de Belfort, c'est un sujet de concours national, ça, je tire ça d'un sujet de concours. Donc SAB, c'est le nom de l'école. Voilà, c'est le nom d'école. Texte définitif. Hop. Il est donc ici. Je me lave les mains avec du savon, j'ai 5 ans, je m'appelle Delphine et j'ai les cheveux blonds et toujours une couette, je travaille à SAB. Comment cette séance, elle se déroule et qu'est-ce que ça nous apprend sur à la fois la préparation de l'enseignant, c'est-à-dire sa fiche de préparation par rapport à ce que nous avons ici, et puis qu'est-ce que ça nous apprend sur son déroulement, sur la dictée, sur les élèves. Les indications dans une retranscription de séance, c'est la première fois qu'on fait une retranscription de séance, on a déjà vu, je ne sais plus. C'est la première fois. Bon. Alors, la retranscription de séance, elle fonctionne avec des numérotations, c'est des prises de parole. Elles sont numérotées de 1 à 300, à 200, à 100. Et puis, à chaque fois, qui parle, donc M pour le maître, et puis après, Mathieu, Martial, M, maître, Delphine, même, etc. C'est en gros le déroulement langagier de l'ensemble de la séance sur un temps limité. Donc, toutes les interactions sont retranscrites à l'écrit. Ça nous donne donc une idée de comment s'est déroulée en vrai la séance. Et il arrive que, en termes de concours, on vous donne d'un côté la fiche de préparation, ce que nous allons reconstruire ensemble, et puis la retranscription de comment ça s'est passé, puis on compare, et puis on dit, tiens, il avait prévu en temps 2 de faire, et puis finalement, c'est comme ceci ou comme cela que ça s'est passé. Toujours un petit écart, et c'est ça qui est intéressant, c'est de se demander comment ça se fait que ce qui était anticipé n'a pas fonctionné. Donc là, ça commence à 3 seulement. On a supprimé l'intervention 1 ou 2. Qu'est-ce que ça pouvait être l'intervention 1 ou 2? Bonjour à tous, tout le monde est prêt? Bon, alors aujourd'hui, nous allons travailler sur quelque chose. Bien, qu'est-ce que nous... Bon, oui, l'intervention 1 ou 2, visiblement, c'était du périphérique, ce n'était pas intéressant. Donc, la séance véritablement commence avec la 3e intervention, qui est donc la première reproduite ici. Que dit l'enseignant? Et tout est reproduit. Quand on écrit sa fiche de préparation, on écrit la consigne, évidemment, on l'écrit en français. Mais quand on l'a dit en vrai, les négations sautent, on ne dit pas au lieu de ne pas, on mange les mots, on fait des répétitions, on a des tics de langage, et tout le monde en a, moi le premier. Alors, là, c'est qui? Du point de vue de la grammaire, ce n'est pas non plus extraordinaire. Là, c'est qui? Bon, alors, là, c'est qui? C'est Delphine. Alors, et comme moi, il dit alors à toutes les phrases.
Alors, qu'est-ce que tu veux dire au correspondant pour te présenter? Pour dire qui tu es, et puis là, on a un Mathieu. Et donc, on fait maths dans quel remaths. C'est-à-dire que là, visiblement, il y a un Mathieu qui commence à trépigner comme ça, donc on lui dit, bon, silence. Mais on essaie de calmer les interventions périphériques de Mathieu en question. Dans quelle partie de l'école tu es? Et puis donc l'autre, petite indication scénique, Mathieu essaie d'intervenir. Et donc, en 4, il y va plein pot. Mathieu, d'abord tu dis, je m'appelle Delphine. Bon, alors essayons de fabriquer, à partir de là, les objectifs que se donnait l'enseignant et les dispositifs qu'il met en œuvre. Donc on est sur on va essayer de creuser, comme vous devriez creuser si vous avez ce genre de dispositif à l'oral du concours, on va essayer de creuser un petit peu comment se passe cette séance. Donc qu'est-ce qu'on sait pour l'instant? Bon, ben, on sait qu'on est en maternelle. Bon, c'est en théorie, quand on est dans une classe, on sait qu'on est dans cette classe-là. Bon, en tant que prof, on l'a à l'année. Donc bon, on est en maternelle. Qu'est-ce que l'on sait encore? Eh bien, on sait qu'on a ici un objectif. Qu'est-ce que tu veux dire au correspondant? Qu'est-ce que tu veux dire au correspondant pour dire qui tu es? Pour dire. On est dans un objectif sans doute de séquence, c'est-à-dire sur plusieurs séances, qui consistera à écrire ta présentation personnelle à une autre classe. Et on verra que c'est dans une autre école. Ça apparaîtra tout à l'heure. Autrement exprimé, envoyer ton portrait à une autre école. Les élèves, ils vont envoyer leur portrait à une autre école. Alors, on peut se demander à quoi ça sert. Et en soi, ça ne sert à rien de faire ça. Mais pourquoi est-ce que l'enseignant fait cela? Quelle est la finalité de cette activité-là? Et la finalité, que j'appellerais l'objectif d'apprentissage, et l'objectif en termes de réalisation, c'est écrire un petit texte qui se présente, mais l'objectif en termes d'apprentissage, eh bien, c'est comprendre une fonction de l'écrit qui est communiquer avec des absents. À quoi ça sert l'écrit? Ben, ça sert à raconter des histoires, ça sert à laisser des traces, ça sert à énumérer. Qu'est-ce qu'il y a sur cette image? Un renard, bon renard, un loup, un chat, bon loup, renard, chat. L'écrit, ça sert à laisser des traces, ça sert à énumérer. Mais ça sert aussi à communiquer avec des absents. Donc, objectif en termes d'apprentissage, comprendre une fonction de l'écrit qui est communiquer avec des absents. En termes d'apprentissage, savoir se présenter, dire des, allez, on va dire choses pour rester dans le simple, sur soi. Qu'est-ce qu'on a encore comme objectif? Eh bien, regardez comment on écrit, observer le geste expert d'écriture, en langage plus pédagogique. Qu'est-ce qu'on fait? On apprend comment on fait pour écrire. J'ai plusieurs séances. Dans ces séances, qu'est-ce que je veux faire? Je veux qu'ils comprennent, les élèves, pourquoi on écrit. On écrit pour communiquer. Je veux qu'ils comprennent qu'on peut écrire sur soi, donc dire des choses sur soi. Je veux qu'ils comprennent
comment on fait pour écrire le geste. Quand je vous disais tout à l'heure que l'écriture, c'est la pensée transcrite à l'écrit, là, on voit différents éléments qui émergent. La pensée, moi je suis blonde avec des couettes, c'est se dire quelque chose sur soi, eh bien ça va donner des phrases et des mots. Je transcris la pensée que j'ai sur moi sur un objet qui est un objet écrit. Je vais encore observer la fabrication d'écriture, le fait qu'il y a des lettres successives qui vont se fabriquer. Et puis je vais comprendre aussi pourquoi elle existe l'écriture. L'écriture, elle a comme objet, comme finalité, de communiquer avec des gens absents. Donc l'objectif de l'enseignant, c'est de faire entrer l'élève dans le principe de l'écriture et de l'écrit, fabriquer une pensée sur soi qui donne lieu à une production écrite. Alors, quel est le dispositif mis en œuvre? Le dispositif pédagogique. Comment l'enseignant, il organise sa classe et son enseignement? Eh bien, en termes de motivation, se présenter à d'autres élèves. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Et ça, c'est toujours très important de penser en termes de motivation. Ce que l'on fait, pourquoi on le fait? Moi, j'essaie de vous motiver un petit peu en vous disant ça vous sera utile à l'oral du concours, ou c'est important pour l'écrit du concours, ou voilà, j'essaie de vous trouver une justification pour vous faire ma propre petite soupe, pour vous faire mon propre enseignement. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que c'est des types d'exercices qu'on trouve à l'écrit du concours. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, on essaie de faire en sorte que les élèves comprennent pourquoi ils font des activités dans le sein de l'école. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien, parce qu'on va écrire à d'autres camarades. On va se présenter à d'autres. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pour faire un cadeau à la fête des mères. Pourquoi on fait ça? Pour se déguiser au 1er novembre. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien, parce que nous allons aller dans une classe verte et que nous allons observer des feuilles. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Toujours, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on va raconter une histoire. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'il y a une fête de fin d'année où on montrera aux parents tout ce que nous avons réalisé. Pourquoi on fait ça? Ça, c'est très important. On comprend, on se trouve dans un cheminement qui est un cheminement d'acquisition que parce qu'on voit la finalité de ce qu'on fait. C'est un des gros problèmes de l'enseignement du français et des mathématiques en particulier au collège, c'est qu'apparemment, ça ne sert à rien. Il faut le dire très clairement. On ne voit pas la finalité des mathématiques, si ce n'est dans un terme extrêmement lointain peut-être dans sa carrière, mais pourquoi on fait des maths mystères? Et puis, à quoi ça sert de savoir écrire tous ces trucs-là? À quoi ça sert de savoir qu'il y a des romans de chevalerie au Moyen-Âge? À quoi ça sert d'apprendre des poésies du Bellay? Oui, pourquoi? C'est le rôle de l'enseignant d'expliquer pourquoi. Donc, dispositif pédagogique, en termes de motivation, on va écrire à quelqu'un. En termes de collaboration entre enseignants, eh bien, on a un échange de courrier, finalement. Qu'est-ce que j'appelle un échange de courrier? Et vous avez mis en place un dispositif avec une autre classe pour recevoir peut-être quotidiennement ou toutes les semaines une petite lettre. Et il faut que ce soit une lettre. Soit vous voulez entrer dans le principe de l'écriture qui est celui du numérique. Et donc, il y a toute une mise en scène de la découverte de la lettre sur ordinateur, comme on fait. Soit plus techniquement, c'est des maternelles, découverte d'une autre fonction, pardon, d'un autre support de l'écrit, cette fois-ci, qui est la lettre. Vous allez avoir une enveloppe. On a reçu quelque chose. Et vous allez ouvrir l'enveloppe. Comment on fait pour ouvrir une enveloppe? Un élève, ça ne sait pas. Ça fait comme ça, crac, allez, on ouvre l'enveloppe. Alors, il y a un moment et un morceau où on peut couper.
Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une feuille. Et on prend compréhension d'un support de l'écrit. Ah ben, c'est une lettre de nos camarades de l'école machin. Alors, qu'est-ce qu'il y a dessus? Ils sont présentés comme nous, on se présente. Dispositif, collaboration, échange de courrier, ce qui permet d'entrer dans un support autre qui est celui de la lettre. Quel dispositif pédagogique encore? Eh bien, nous avons un travail individuel et collectif de présentation des élèves. Autrement exprimé, ce sera le premier temps de ce cours, on va se demander ce qu'on écrit collectivement. Et après, un élève dictera. Et puis, enfin, le dispositif, c'est de la dictée individuelle à l'adulte. Ah, je vais modifier l'affichage. Donc, si je reprends depuis le début, on est dans une classe de maternelle, on doit être plutôt en moyenne grande section. Je dirais plutôt même grande section, sans doute. Comment je le saurais? À cause de la qualité des phrases. Qualité des phrases. Qu'est-ce que j'entends par qualité des phrases? Il y a une indication que vous devez avoir dans le coin de votre tête, c'est que on progresse en langage au fur et à mesure qu'on progresse en compétences. Un élève de petite section de maternelle, ça sait faire des phrases de 3 mots. L'idée, c'est 3, 5, 7. Ça c'est un élève de petite section, des phrases de 3 mots. Vois le chat. Voilà, vois le chat. Vois un chat. Voilà, vois un chat. Une moyenne section, ça sait faire des phrases de 5 mots. Donc, je vois un chat. Je vois un chat. Ça fait 4. Il y a un chat. Ça fait 5. Et puis, un élève de grande section, ça fait des phrases de 7 mots. C'est capable d'articuler 7 mots. Donc, du genre, je me lave les mains avec du savon. Je me lave les mains avec du savon. 8 mots. 3, 5, 7. 3, 5, 7. Prenez une production. Quel âge a l'élève? Vous ne pouvez pas savoir. Mais si toutes les phrases, elles sont à moins de 3 mots ou à 3, 4 mots, petite section, 5, 6, 5 mots, moyenne section, 7 et plus, grande section. Ça, c'est du massif. C'est le développement de l'enfant, collectivement, vous en avez 28, devrait être capable de faire 3, 5, 7. Vous avez des élèves qui sont beaucoup plus brillants. Je crois que je vous disais, ou c'était OM2 que je disais cette semaine, je télescope un peu avec l'âge de gâtouille aussi. Il y a un moment, on fait 3, 5, 7, puis après, à un âge, on fait moins. On fait de moins en moins, voilà, on décline. C'est que les élèves qui sont élevés par la télévision, ils ont beaucoup plus de capacité langagière dans les premières années que ceux qui ne regardent jamais la télévision, parce qu'ils entendent beaucoup du langage. Ils ne savent pas le produire, mais ils l'entendent. Donc, ils ont des capacités d'organisation des phrases en petites sections, moyennes sections, un peu supérieures aux autres. Puis après, c'est sur la production que ça se limite. Ils sont plus limités parce qu'ils n'ont pas l'interaction. L'interaction qui est la base du langage. Donc, notre enseignant, il met en place un dispositif pour ces grandes sections, plutôt, qui consistera à les faire entrer dans le principe de l'écriture et de l'écrit avec un exercice de dictée à l'adulte, mais qui s'inscrit dans des compétences et des compréhensions plus vastes. Et à partir du simple énoncé qu'on a là, on voit ce qu'ils font. Donc, on essaie d'imaginer, en relation avec les programmes, en relation avec notre connaissance de l'acte d'écriture, en relation avec notre connaissance de ce qui se fait en maternelle, pourquoi il fait ça et comment il le fait. Les fonctions de l'écrit, je rajouterai donc sans doute à terme un support d'écriture, la lettre, objectif d'apprentissage, qu'est-ce qu'une lettre? Dispositif pédagogique, en termes de motivation, en termes de préparation, collaboration, travailler collectivement. Dans les programmes, ça s'appelle le débat ou débattre.
Vous avez déjà eu des cours en philo sur le débat ou pas encore? C'est Monsieur Pasteur qui fait ça d'habitude, ça vous dit rien du tout. Bon. Alors, dans les programmes, il y a la notion de sociabilisation des élèves, évidemment, c'est de participer à un débat. C'est dans tous les cycles, les élèves doivent manifester leur langage, mais dans une interaction qui fait que le langage interagit, les élèves interagissent les uns avec les autres. Et il y a 3 degrés dans le débat. Il y a 3 degrés pour 3 cycles. Au cycle 1, l'élève doit être capable d'exposer son point de vue dans un débat collectif. C'est-à-dire qu'il est capable de prendre la parole sur un sujet précis. Et on est en train de parler de se présenter. Alors, à quoi tu ressembles? Qu'est-ce que tu veux dire sur toi? S'il y en a qui dit, bah, moi, j'ai une voiture. Ou alors, moi, je suis parti en vacances avec mes parents. Bon, il n'a pas participé au débat. Il a produit du langage, très bien, mais il n'est pas dans l'axe. Cycle 1, le débat, c'est intervenir dans le sujet, à propos. Bien à propos, c'est-à-dire dans l'axe attendu. Au cycle 2, c'est intervenir dans le débat, mais tenir compte de la parole des autres. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un dit on devrait parler de ses vêtements, celui qui dira elle a des chaussures rouges, celui-là, il a tenu compte de la parole antérieure. Donc, participer au débat, cycle 1. Participer au débat en tenant compte de la parole des autres, cycle 2. Et puis, cycle 3, l'élève doit être capable de gérer le débat, c'est-à-dire de l'orienter lui-même, de tenir compte de ce que disent les autres, de l'enrichir et puis de gérer ce qu'il entend. Les programmes disent que l'élève est capable d'organiser le débat. C'est-à-dire un élève est capable de donner la parole à un autre et est capable d'enrichir ce qu'il dit par rapport aux autres. Bref, d'être un peu l'animateur du débat. Alors, disons-le, un adulte, ça ne sait pas faire ça. Ça ne sait pas gérer le débat, ça ne sait pas organiser. Donc, un élève de 10 ans a du mal aussi. Mais enfin, voilà, on a des objectifs un peu lointains. Donc là, l'enseignant, il va faire une dictée à l'adulte, mais dans le dispositif qu'il souhaite, il y a cette idée qu'on va construire collectivement. Alors, qu'est-ce que ça donne maintenant au point de vue de, si vous voulez, la fiche de préparation plus matérielle? Qu'est-ce que j'appelle plus matériel? Eh bien, comment il a organisé, instant par instant, l'activité. Ici, j'ai le temps. Ici, j'ai ce que fait l'enseignant. Ici, j'ai ce que fait l'élève. Les élèves. L'enseignant est seul. Ici, je vais mettre les attendus. Et ici, je vais mettre les remédiations. Là, quand je fais une fiche de préparation, j'anticipe ces éléments-là. Au minimum, ces éléments-là. Ici, je vais avoir 5, 10, 15, 20, 25, 35, 45, 1h15. En maternelle, ça s'arrêtera à 20 minutes. 20, 25 minutes. Une activité de 25 minutes, c'est déjà bien. Mais en tout cas, je fais défiler sur le temps ma séance. Et c'est ça l'intérêt d'une retranscription, c'est qu'en fait, on voit le vrai défilement. On voit comment ça s'est passé en vrai. Là, on essaie d'anticiper. Là, on aura le résultat. L'enseignant, qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est ce qu'il anticipe. Je vais dire, je vais montrer, je vais proposer, je vais... Que fait l'enseignant? Que font les élèves? Qu'est-ce que j'attends? Alors ça, c'est important de toujours anticiper le point d'arrivée. Pourquoi? Parce que les activités, elles s'enchaînent théoriquement. Dans un premier temps, on va faire ça, on va le voir ici. Dans un deuxième temps, on va faire ceci. Quand est-ce qu'on passe du temps 1 au temps 2? Quand les élèves, ils ont trouvé quelque chose. Mais alors, qu'est-ce que j'attends? Et si vous n'avez pas précisé vraiment très clairement ce que vous attendiez au terme des 5 premières minutes, que va-t-il se passer? Vous ne saurez pas quand enchaîner. Et puis, s'ils ne trouvent pas, qu'est-ce que je fais? S'ils ne trouvent pas ce que j'attends, comment je m'organise? Alors, l'enseignant, il va partir, on va dire 3 minutes, 5 minutes,
définition de l'activité, écrire, motivation, on peut appeler ça correspondre, hein, on a des correspondants, et puis désignation d'un élève dicteur, celui qui va dicter. Je vais réduire un petit peu. Voilà. Est-ce que c'est encore lisible dans le fond? Oui. Oui. Donc, désignation d'un élève. Les élèves, ils vont écouter, ils vont se remémorer les conditions d'activité. Donc ça, se remémorer, c'est du langage d'évocation. On puise dans sa mémoire pour savoir ce qu'on est en train de faire. Qu'est-ce que j'attends? Eh bien, j'attends que les élèves reformulent, par exemple, ce qu'on doit faire. Puis, remédiation, quand on lance répétition, reformulation. Ça ne marche pas, je répète, je reformule. Comment ça se passe? Ça se passe par cette intervention numéro 1, 2 que je n'ai pas. Dans cette mise en œuvre, on a l'aspect matériel. Et puis, j'ai l'intervention numéro 3. Il y a un domaine que je n'ai encore pas abordé, c'est quelle est l'organisation physique de la classe. Parce qu'on n'a pas lu le texte, donc on ne sait pas encore. Donc, il faut se demander comment j'organise ma classe. Donc, l'enseignant, il dit, bon, alors, là, c'est qui? Donc, désignation d'un élève. Oui, j'avais comme objectif, désignation d'un élève. Là, c'est qui? C'est Delphine. Bon, alors, Delphine, qu'est-ce que tu veux dire au correspondant pour te présenter? Donc, on suppose que dans la partie 1 et 2, il a rappelé qu'on écrit une lettre pour des correspondants, que cette lettre, elle doit parler de soi. Ouais, on essaie de replacer le contexte. Correspondre. Qu'est-ce que tu veux dire au correspondant? Et puis, comme qu'est-ce que tu veux dire au correspondant, ça ne veut pas dire grand-chose pour un élève de 5 ans. Reformulation. Pour dire qui tu es et dans quelle partie de l'école tu es. Qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que j'attends? Eh bien, j'attends nom et j'attends classe. Pour dire qui tu es et dans quelle école tu es. J'attends ça. 5 minutes de mise en œuvre. Et donc, vu comme ça se passe, l'enseignant, il a prévu autre chose en temps 2, peut-être 5 minutes, 10 minutes, qui va être écoute collective de la part de l'enseignant. Les élèves vont parler, proposer un certain nombre d'informations. Qu'est-ce qui se passe? Quand on a une retranscription, on peut se demander combien il y a d'élèves qui sont en présence. Alors, comment je fais pour savoir combien il y a d'élèves en présence? Vous voyez, est-ce que je suis dans une situation où j'ai mes 27 élèves devant moi? Est-ce que je suis dans une situation où je n'ai qu'un petit groupe, 3? Est-ce que je suis dans une situation où j'en ai qu'un seul? Bon, alors Delphine, dis-moi, est-ce que c'est de l'interaction, Delphine? Comment je peux le savoir? Je regarde les numéros. Donc, j'ai Delphine, puisqu'il s'adresse à elle, ça fait un élève. Ensuite, en 4, j'ai Mathieu. Martial, Mathieu, Martial, Mathieu. Bon, ils sont déjà 3 élèves. Delphine, maître, Delphine, maître, Delphine, maître, Martial. Je l'ai déjà, Delphine, Martial, Delphine, Delphine, Martial, le maître, Delphine. Donc, jusqu'en 27, il y a 3 élèves. Donc, je suis dans une situation où je n'interroge pas un seul élève, mais j'en interroge 3. Est-ce qu'ils sont plus?
Delphine, Martial, Mathieu, enfant, avec AS. Donc, ils sont sans doute un peu plus. Mathieu, Delphine, maître, Martial. Je suis sur la colonne du milieu. Delphine, Mathieu, Martial. Bon, est-ce qu'il y en a un autre? 91, Arcangela. Donc, ils sont 4. Ça continue. Mathieu, Delphine, Mathieu, Cédric, en 190. Donc, ils sont 5. Ils sont 5. S'ils étaient 15, je dis, le dispositif, c'est en une classe. J'ai réuni autour de moi la moitié de la classe. Donc, sous-entendu, l'autre moitié, elle fait autre chose. Elle est en salle de motricité avec un intervenant extérieur. Elle est dans un atelier X ou Y dans la même salle, mais à un autre coin, elle fait une activité en autonomie ou avec une assistante d'éducation. S'ils étaient 15, j'aurais une demi-classe. Là, ils sont 5. Donc, j'en déduis que j'ai un dispositif pédagogique. Je vais mettre ça dans le dispositif autour, dispositif pédagogique. Eh bien, j'ai rassemblement autour du tableau et de l'enseignant de 5 élèves. Pourquoi 5? Parce que je peux les nommer. Il y a Martial, il y a Mathieu, il y a Arcangela, il y a Cédric. Il m'en manque un. Et Delphine, oui, le héros de l'affaire est Delphine. À partir, vous voyez, de ce que j'ai comme indication, je peux reconstruire un certain nombre d'éléments. Et mon temps 1, c'est donc l'activité, présentation de l'activité. Mon temps 2, je dis que c'est une phase au cours de laquelle il y aura une sorte de débat collectif sur ce qu'on doit dire. Comment je le sais? Eh bien, je le sais pour une raison très simple, c'est qu'admettons que j'interroge, je vous prends au hasard, votre camarade ici. Je demande quelque chose à votre camarade au premier rang. Et puis, c'est vous qui répondez, puis vous. Mathieu, Martial, et puis encore un autre qui répond. Qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire, c'est pas vous qui êtes interrogé. Silence, c'est elle qui parle. Taisez-vous les autres, c'est votre camarade que j'adore. Vous allez mettre le haut là. Vous voulez parler à quelqu'un. Or, que fait l'enseignant? Il laisse tout faire. Il laisse tout faire. Démonstration. En 4, Mathieu. D'abord, tu dis, je m'appelle Delphine. Et donc, il est en grande section. D'abord, tu dis, je me appelle Delphine. 7 mots. Martial dit, j'ai 5 ans. Mathieu, j'ai 5 ans. Eh bien, et puis après, donc Martial, il a encore une idée. Je suis bien. Mathieu, je suis bien, voilà. Et puis après, je ne sais pas. Et soit l'enseignant, il coupe et il dit maintenant silence. C'est votre camarade qui parle, soit il laisse faire. Et il laisse faire, pourquoi? Eh bien, parce que qu'est-ce qu'il attend? Ben, il attend des idées, il attend un corpus, il attend une construction collective de ce qu'il y a à dire. Le collectif, il a peur, sans doute, que l'élève seul ne sache pas quoi dire. Donc, on fait une sorte, il y a un mot qui désigne ça en anglais, qui est brainstorming. Il fait une sorte d'épluchage de mémoire. Qui est-ce qui a quelque chose à dire sur ce sujet? Oui, tout le monde va en parler. Pourquoi? Ben, pour donner des idées à Delphine. Oui, Delphine, elle est toute seule, elle a 5 ans, elle est là comme ça, et on lui dit qui tu es. Ben, elle est bien embêtée. Et donc les autres l'aident. Et c'est pour ça que l'enseignant, il est assez content de ce début, il se dit chic, ça a super bien marché. Pourquoi? Parce qu'il attend non, il attend classe. Et alors il obtient je suis bien. Bon, alors c'est pas terrible, mais avant il obtient l'essentiel, je m'appelle Delphine, j'ai 5 ans. Donc il est tout content, vous voyez, son dispositif pédagogique a marché. J'ai 5 ans, je m'appelle Delphine. Présentez-vous, ben, vous allez me dire je m'appelle X, et puis j'ai machin, et puis je suis en M1. J'étais là, je suis en M1. Donc ça marche. Ça marche. Donc on passe à la phase suivante, qui elle va durer une dizaine de minutes.
l'enseignant écrit, un élève dicte cette fois-ci, et puis qu'est-ce que j'attends? Eh bien, je m'appelle Delphine, j'ai 50, et puis peut-être je suis à l'école SAB, puisque c'est ce qu'il a, il attend. Et il obtient quoi? C'est l'intervention numéro 10. Donc en 9, le corpus a été fait par les autres élèves, Mathieu et Martial, donc l'enseignant en 9. Alors, maintenant on interroge Delphine. Qu'est-ce que tu dis, Delphine? Et pour l'aider, tu dis comme tes camarades? Tes camarades, ils t'ont trouvé des choses à dire. Tu dis comme tes camarades, elle dit oui. Bon, intervention donc. Alors je t'écoute, 11, tu me dictes. Donc en 11, on est dans cette activité-là, tu me dictes, et elle fait remarquable, je me lave les mains avec du savon. Et là, l'enseignant, il est sidéré, il est pour le coup désarçonné, il est bien. Attendez, je vais fermer, je vois que vous avez des. L'enseignant est absolument désarçonné parce que tout se passait bien. Oui, le train électrique, il y a la locomotive, là, on l'a posée sur les rails, et puis on met le jus dedans, et puis le petit train électrique, il va marcher comme ça, tout roule, et puis simplement, paf, le wagon dégringole directement à côté des rails. Alors il dit, 13, ah, ah bon, c'est pas la même chose que ce qu'a dit, que ce qu'ont dit les copains. Alors, non, hein, non, c'est pas ce qu'ils ont dit. Alors, j'écris quoi? Qu'est-ce que j'écris? Sous-entendu, t'es sûr? C'est bien sûr, c'est ça que tu. Et puis elle dit, je me lave les mains avec du savon. Donc, dispositif a échoué. Il a échoué. L'élève, elle reste sur son idée, je me lave les mains avec du savon. Alors, on se demandera pourquoi tout à l'heure. Si je regarde cette intervention 13, il est très clair que là, l'enseignant tente une remédiation. Et cette remédiation, qu'est-ce que c'est? C'est répétition de ce que le temps 2 a obtenu. Répétition a obtenu, autrement dit, ce qu'on dit, copain, dit le maître, puisqu'elle ne dit pas ce qu'on veut qu'elle dise, puisqu'elle ne dit pas ce qu'on attend, t'es bien sûr? Parce qu'on dit les autres. Ah, tes copains, ils n'ont pas dit ça. Est-ce que tu es bien sûr de vouloir dire ça? Est-ce que tu. Répétition. Et puis, bah, elle confirme, je me lave les mains du savon. Est-ce que vous voyez un film comique des années 2000 qui s'appelle Quasimodo del Paris? C'est avec Patrick Timsit. Ça vous dit rien? Bon, alors dans ce film-là, c'est une parodie de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Et Quasimodo, il est bossu, il n'a pas de dents, il est affreux, il est. Et une fée lui apparaît en rêve, et puis elle lui dit, bon, tu as un vœu à faire, Quasimodo. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux de l'argent? Tu veux être beau? Tu veux être célèbre? Tu veux être beau? Tu veux l'amour? Tu veux être beau? Ou tu veux être beau? Et puis il dit, je voudrais un survêt avec des baskets. Mais oui, tu veux être beau? Tu veux être beau? Tu veux être beau? Ouais, ça, c'est un discours un peu performatif, on appelle ça. On le répète jusqu'à ce que c'est pas ce qu'on dit les copains. Alors qu'est-ce que tu dis? Hein? Qu'est-ce que tu veux dire alors? J'écris quoi? Oui, on essaie de la pousser pour qu'elle nous dise, j'ai 5 ans, je m'appelle Delphine. Il fait de la répétition. Et ça ne marche pas. Je me lave les mains avec le savon. On va dire peut-être même que ce temps-là, on pourrait le distinguer en une phase ensuite supérieure, enfin, successive, enseignant écrit. Et il écrit, donc je me lave, etc. Alors, question, pourquoi est-ce qu'il ne
n'écrit pas ce qu'il a envie d'obtenir plutôt que ce qui est dicté. C'est de réfléchir. Pourquoi est-ce qu'il n'écrit pas? Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas à Delphine? On va quand même commencer, comme disent tes amis, hein, c'est-à-dire je m'appelle Delphine. Se présenter, c'est plus simple de dire ton nom. Hein, donc, alors pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas, à votre avis? Oui. Non, alors c'est pas ça, taisez-vous. Si je vous dis ça. C'est ça. C'est ça, c'est raison, vous avez raison, c'est ça. Mais si je vous dis non, c'est pas ça, taisez-vous. Après, quand je vais poser une question, vous regardez au plafond, vous voilà. Et c'est un principe où on essaie, certes, d'avoir une présentation, mais vous avez bien compris que la présentation, on s'en fout. Enfin, on s'en fout de la présentation. On s'en fout d'écrire au correspondant. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qu'on veut, c'est pas avoir une lettre qui présente Delphine. Ce qu'on veut, c'est que Delphine comprenne qu'il y a une relation entre ce qu'elle veut dire et ce qui s'écrit. Et donc, votre camarade l'a très bien exprimé. Pour rentrer dans l'activité Delphine, elle a une pensée, et cette pensée se traduit par l'écriture. C'est le principe de l'entrée dans l'écriture. Donc, si moi, quand j'ai une réponse, je dis non, c'est pas ça, maintenant vous taisez, puis fais autre chose, tu dis ce que disent les autres, Delphine, elle va attendre, elle va dire, bah, demande à Mathieu, puisque c'est Mathieu qui a toujours raison, et puis c'est pas moi, demande à Mathieu. Donc, l'enseignant, là, il est pris dans une situation qui est toute simple, c'est que son dispositif a échoué. Son dispositif a échoué. Il voulait une construction collective d'un corpus. Il attendait, je m'appelle, je suis, j'ai 5 ans, je suis à l'école machin, et ça n'a pas donné. Donc il a deux choix. Il a un choix qui est de recentrer l'activité sur j'écris à des correspondants. Et donc il dira, bah, faut peut-être un peu changer, on va dire d'abord ton nom. Et donc finalement, c'est lui qui fait les lettres avec les autres élèves, mais pas avec Delphine. Où il a le choix de recentrer sur véritablement écrire, c'est transférer la pensée sur les mots, et c'est ce qu'il choisit. Et il fait le bon choix. Et il fait le bon choix. Parce qu'un élève de 5 ans, ça parle pas beaucoup. Enfin, soit ça parle beaucoup, beaucoup, soit ça parle pas beaucoup. Mais si ça parle pas beaucoup, puis qu'en plus, vous ne tenez pas compte de sa parole, alors que tout le dispositif, il est construit pour qu'on tienne compte de sa parole, ben c'est fini. Il ne parlera plus jamais. Donc l'enseignant, là, il fait le bon choix. Et il fait le bon choix, c'est d'écrire « je me lave avec le savon ». Et que font les élèves à ce moment-là? Eh bien, Delphine dicte, mais les élèves observent l'acte d'écriture. Ils observent l'acte d'écriture, et c'est pourquoi l'enseignant va montrer aux élèves très précisément comment on passe de la pensée, je me lave les mains avec le savon, l'oral, je me lave les mains avec le savon, une suite de sons, à je me lave. Et les élèves, ils anticipent, les élèves, ils sont élèves, ils sont dans la pensée. Donc l'enseignant va dire je, il y en a qui va dire me lave les mains. L'enseignant va dire me lave les mains, lave, et après ils vont comprendre qu'en fait on casse les éléments au rythme du je, du me. Donc, Delphine, je me lave les mains avec le savon, donc je, Martial dit me lave. L'enseignant écrit me, Delphine lave, le maître écrit lave, Martial les mains. Le maître dit les mains avec le savon. Et vous voyez que en 24, la transcription, elle tient compte de ça. Du fait que Delphine, elle a compris que ça se scande, ça se séquence, ça se coupe avec les avec main, et l'enseignant fait avec avec 24 avec le savon. Et l'enseignant fait une petite transformation qui lui coûtera un peu cher sur la fin, parce que il corrige le style, mais avec le savon, avec du savon. Mais les élèves ne savent pas lire. Donc, quand il leur demandera de se remémorer ce qui est écrit,
ben, ils se remémoreront ce qu'ils ont dit avec le savon et pas avec du savon. En tout cas, il fait une correction au point de vue de la forme. Et en 26, Delphine attaque, puisqu'elle est entrée dans l'écriture, comme l'a dit votre camarade, elle attaque en intégrant ce qu'ont dit cette fois-ci les autres, ben, puis j'ai 5 ans. D'où ce texte bizarre qui est « je me lave les mains avec le savon, j'ai 5 ans, je m'appelle Delphine », etc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle tiendra compte du corpus, mais dans un premier temps, elle n'en tient pas compte. Donc l'objectif là qu'atteint l'enseignant, c'est l'objectif, un des objectifs centraux qu'il cherchait, c'est de faire visualiser l'acte d'écriture, c'est de faire visualiser la pensée en écrit, c'est de montrer que l'écrit est séquencé. Si je devais mettre des mots-clés ici, ben je dirais l'écrit, c'est du séquençage oral et écrit, je me lave. L'écrit, c'est de la pensée écrite avec des symboles, c'est de la pensée symbolisée avec des symboles. Et puis, fonction en plus, ça parle de quelqu'un, mais ça se voit encore pas, pas trop. En tout cas, il y a un émetteur, il y a quelqu'un qui émet, même s'il est différent du scripteur. Il y a quelqu'un qui émet la pensée, c'est pas celui qui écrit, mais en tout cas, c'est celui qui émet la pensée, qui voit la traduction en symbole. On voit l'acte d'écriture. On observe l'acte d'écriture. Même si je n'obtiens pas le texte que je veux, il n'empêche que j'obtiens l'essentiel de l'objectif recherché. J'obtiens l'essentiel de l'objectif recherché. Que nous fait, alors si j'observe la suite, donc 27, il y a un moment où on coupe, je ne sais pas ce qui se passe, hein, je n'ai pas vu personnellement cette Delphine, et puis je m'appelle Delphine, le maître a, alors j'ai 5 ans, il relit, je m'appelle, Martial dit Delphine, Mathieu, Delphine, tu écris, alors le maître écrit Delphine, Mathieu, Delphine aime, ça s'appelle aime quelque chose, Delphine aime, disent tous les enfants, Delphine aime, et ils sont pris dans le truc. Les enfants, ils voient, en fait, il y a une sorte là d'impatience. Ils sont en train de prendre conscience d'une chose très importante, c'est que le son, il est très rapide quand l'écrit est très lent. Donc, ils piaffent d'impatience. Allez, boost, accélère le mouvement, Delphine, voilà. Et le maître, il écrit avec le rythme qui est le son. Donc, les enfants, Delphine, le maître, il faut écrire M aussi. Oui, parce qu'il y a plusieurs Delphines. Et là, l'enseignant, il va essayer de leur faire prendre conscience de quelque chose. Mais alors quoi? Mathieu, plusieurs. Ah oui, parce que, donc Delphine, elle a compris quelque chose, c'est qu'elle écrit à quelqu'un d'autre, dans une autre école. Et elle dit, il y en a une, dans une autre école aussi. Donc pourquoi préciser M? Disons Montaclair. Ouais, ça, c'est un M qu'on connaîtra et qu'on s'en souviendra. Pourquoi dire son nom de famille? Delphine, elle sait, c'est parce qu'on écrit à quelqu'un d'autre. Et là, Delphine, avec son intervention numéro 60, elle a compris l'objectif et la motivation. Elle a compris que ce qu'on fait, c'est pour être envoyé à autrui. Et que dans l'autrui là-bas, dans l'autre école, il y a peut-être des jeunes Delphines. Donc, pour dire la différence entre moi et elle, bien, il faut que dans mon écrit, il y ait des choses sur moi. Donc, différentes. Le maître dit c'est sûrement, oui, ça peut arriver en tout cas. Martial aussi, même dans l'école de. Il y en a peut-être aussi dans notre école à nous. Bon. En 68, le maître Delphine veut qu'on écrive quelque chose. Donc, et puis je m'appelle. La petite fille répète. Le maître lui montre. Tu dis oui, ça, j'ai déjà écrit. Tu vois, je l'ai écrit ici. Et il va essayer de leur faire visualiser la relation entre la suite orale et ce qui est écrit. Où est-ce que je l'ai écrit? Ah ben,
Qui peut me dire où je l'ai écrit? Là, non, j'écris ici. Je m'appelle Delphine. 74. Bon, donc je m'appelle Delphine M, tu l'as déjà écrit. On l'a déjà écrit. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour qu'ils puissent te connaître ou reconnaître sur une photo? J'ai le nom, j'ai l'âge. Maintenant, je voudrais du physique. De nouveau, boîte à outils. Oui, le dispositif recommence. Les autres élèves vont dire, tu peux leur dire l'école. Bon, je suis à l'école SAB. Mathieu, non, il n'est pas à l'école SAB. Non, dit le maître en 70, mais nous, on y est. On y est bien. Delphine, oui, mais pas eux. L'intervention 77 de Mathieu dit, l'enseignant dit, un élève dit, on n'a qu'à leur dire qu'on est à l'école SAB. Mathieu dit, oui, mais ils n'y sont pas. Mathieu, il n'a pas compris qu'on écrit une autre classe. Mais Delphine, elle a compris. Et puis Martial aussi, oui, mais eux, ils y sont dans l'école. Et Mathieu, attendez, 77, c'est Mathieu. Mathieu, il n'a pas du tout compris qu'on écrit avec quelqu'un d'autre. Donc, il ne comprend pas qu'il faut se présenter et puis dire qu'on est dans telle école. Les autres, ils n'y sont pas. Bon, tout le monde n'a pas bien compris. Mais 80, je marquerai, je travaille à l'école SAB. 82, Delphine, on a fini? Non. Qu'est-ce que tu peux dire de plus? Et donc, ça repart. C'est pas trop. Le maître aide pour qu'on te reconnaisse. Mathieu la reconnaisse, présenter et tout. Donc, le maître, est-ce que ça suffit de dire que tu as 5 ans? Oui, remédiation, c'est ça. On refait la conférence. Tu as dit tu as 5 ans, tu as dit que tu t'appelles Delphine. Comment on pourrait faire pour te reconnaître? Et là, c'est Arcangela qui a l'idée. Elle n'a qu'à parler de ses cheveux. Le maître A, elle pourrait peut-être parler de ses cheveux. Et puis quoi d'autre? Donc, on essaie de constituer la boîte à outils. Parce qu'elle peut dire j'ai les cheveux blondes. Le maître corrige blonde, j'ai les cheveux blonds. Martial, maître, alors qu'est-ce que j'écris? Et là, elle dit, et puis j'ai une couette. Alors qu'est-ce que j'écris? Donc Delphine, j'ai les cheveux blonds. Le maître, j'ai les cheveux blonds. Et puis j'ai une couette. J'ai les cheveux blonds et une couette. À Delphine, ses camarades lui disent, dis j'ai les cheveux blonds. Et qu'est-ce qu'elle dit, elle? J'ai une couette. Alors, qu'est-ce que ça pourrait nous apprendre sur la compréhension de ce qu'elle écrit de Delphine? Entre l'épisode 2, je me lave les mains avec le savon, puis cette fois-ci, dès que tu as les cheveux blonds, elle dit j'ai une couette. Alors, ça pourrait nous dire qu'elle est caractérielle et puis qu'elle ne peut pas répéter les autres, certes. Mais au point de vue de sa compréhension de ce qu'est la relation entre l'oral et l'écrit, est-ce qu'on peut en déduire quelque chose? Oui, j'ai pris une citation, j'ai pris une référence 77 de Mathieu, où Mathieu dit oui, mais là-bas, ils ne sont pas dans la même école que nous. Il prouve que lui, il n'a pas compris qu'on écrit à quelqu'un d'autre depuis où on est. Ce fait que Delphine a toujours un temps de retard sur ce que disent ses camarades, ça m'apprend quoi? Ça m'apprend quelque chose sur sa maîtrise du langage et de l'écrit. Quoi donc? Essayez d'imaginer pourquoi est-ce qu'elle a toujours un écart entre ce que disent ses camarades et elle? Ben, parce qu'en fait, Delphine, visiblement, elle a un problème de compréhension entre ce qui est écrit et ce qui est oral. Elle considère en gros que écrire et oral, c'est la même chose. Pourquoi? Le premier, il lui dit, dis que tu t'appelles Delphine. Le deuxième, il lui dit, dis que tu as 5 ans. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Ben, elle cherche quelque chose de nouveau. Et elle n'a pas compris dans un premier temps qu'elle doit puiser dans la boîte à outils pour faire sa première phrase. Puisqu'il y en a un qui a dit Delphine, puisqu'il y en a un qui a dit 5 ans, ben, elle cherche quelque chose d'autre. D'où cette phrase extrêmement bizarre, je me lave les mains avec le savon. Oui, elle fait comme si ce qu'avait dit leur camarade était déjà écrit. C'était dit à l'oral, mais donc il faut trouver autre chose.
Donc l'un a grillé la cartouche Delphine, l'autre a grillé la cartouche 5 ans. Qu'est-ce que je vais dire? Moi, Delphine, je cherche, et puis il dit, ben, je me lave les mains avec le savon. Et ça se reproduit encore sur la suite. Parce qu'il dit, dès que tu as les cheveux blonds. Alors, elle fait comme si ce dès que tu as les cheveux blonds, c'était déjà fait, c'était déjà écrit. Donc, elle cherche autre chose. Et elle dit, ben, j'ai une couette. Mais dans le déroulement de son langage, de ses interventions, Delphine, on comprend en fait que dans les débuts, elle n'a pas du tout compris que ce qui est dit à l'oral n'est pas dit à l'écrit. Et que c'est deux temps différents. Et c'est compliqué pour les élèves de comprendre ça. Et c'est pour ça que l'enseignant, il écrit doucement, je me lave, je m'appelle Delphine, j'ai 5 ans. C'est pour montrer que la suite, ce qui est dit à l'écrit, n'est pas du tout à l'oral. C'est ce qui est dit lentement qui devient la chose écrite. Ce qui est dit à l'oral n'est pas écrit. Mais Delphine, elle a du mal à le comprendre. Quand on lui dit encore, dis que tu as les cheveux blonds, elle dit plutôt, j'ai une couette. Ce qui est l'information numéro 2. Un, j'ai des cheveux, puis 2, ils sont en couette. Mais elle cherche toujours l'information supplémentaire, parce qu'elle fait comme si la première information donnée, elle était écrite. Et puis on a un moment 3. On a un moment 3 au cours duquel l'enseignant va travailler le langage d'évocation. J'ai des choses écrites. Est-ce qu'on peut les lire, ces choses écrites? Et aucun élève ne peut lire. Donc en apparence, ça ne sert à rien. Mais c'est pour clarifier dans l'esprit des élèves que tout ce qui est écrit peut se retrouver si on se rappelle de ce qui a été dit. Qu'est-ce qu'on a dit en premier? Je me lave les mains avec du savon. Alors c'est où? Est-ce que c'est ici? Est-ce que c'est ici? Est-ce que c'est ici? Est-ce que c'est ici? Est-ce que vous... Ce qui était le premier en temps, où est-ce que ça se trouve dans un écrit? Ben, le premier en temps, c'est le haut de la page. Et le dernier en temps, c'est le bas. Dans quel ordre j'ai écrit? Ben, j'ai écrit de là à là. Ce que j'ai donc dit, c'est ce que en premier, écrit en premier, c'est ce qui est dit en premier. Donc on a un dernier temps dans cette activité proposée par l'enseignant, qui doit durer, à mon avis, 10 minutes. Et cet objectif, ce que veut faire l'enseignant, c'est faire lire les élèves, mais l'attendu, c'est comprendre que le temps d'écriture se traduit par la place de l'écrit. Ce qui est dit en premier se trouve à une place du dessus, ce qui est dit en dernier se trouve à une place du dessous. Comprendre que quand on a un objet écrit, cet objet écrit, il est en fait chronologique dans l'espace, si on peut dire. Il est chronologique, c'est-à-dire que le plus ancien est au-dessus, le plus récent est en bas. L'occupation de l'espace, c'est aussi l'occupation du temps. Donc, que vont faire les élèves? Eh bien, ils vont faire du langage d'évocation, c'est-à-dire se rappeler ce qui a été dit chronologiquement, et puis de langage en situation, désigner ce que l'écrit signifie. L'enseignant montre les mots et il va aider à reconstruire la chronologie. Je vais faire réapparaître le texte dans un instant, mais là, j'ai écrit quelque chose. Ce quelque chose, c'est ce qu'elle a dit en premier. Qu'est-ce qu'elle a dit en premier? Qui se souvient de ce qu'elle a dit en premier? Je me lave les mains avec le savon. Donc ici, c'est je me lave les mains avec le savon. Alors ça, ce serait quoi? Je me lave les mains avec le savon. Ça, c'est je. Ah oui, ça, c'est je. Ça c'est me. Ça, je me lave les mains avec le savon. Qu'est-ce qu'elle a dit ensuite? L'enseignant, il aide à reconstruire la chronologie de l'oral. Et on transpose cette chronologie de l'oral sur l'occupation de l'espace écrit. Et ça, alors, je m'appelle Delphine. Ça, c'est quoi? Je m'appelle Delphine. Ça, c'est je
m'appelle, Delphine. Et où ça va foirer, c'est où? Ça va rater, c'est où? C'est je me lave les mains avec le savon, puisque l'enseignant a écrit avec du savon. Donc, il y en a un qui dit, ah, je me lave les mains avec le savon, donc je me lave les mains. À un moment donné, ça ne marche pas. Donc, sur la fiche de préparation, qu'est-ce qu'il a dit? Ben, il dit, je vais les aider à reconstruire la chronologie de l'oral et repérer la spatialité de l'écrit. Les élèves vont comprendre donc que ce temps, son objectif, c'est le temps d'écriture. Le temps d'énonciation est aussi l'organisation d'écriture. Ils vont essayer de se rappeler ce qui s'est passé, ce qui a été dit, et ils vont essayer de transférer ça sur les objets écrits. Donc, moi, je vais montrer les mots. Et ici, plutôt, pour symboliser tout simplement. Hop. Bon, qu'est-ce qu'elle a dit en premier? Très bien. Alors ça, ce serait quoi? Ça, je me lave. Et puis là, ben, le savon. Sauf que, évidemment, il écrit du savon. Mais eux, ils ont dit le savon. Donc, elle va répéter le savon. Très bien. Qu'est-ce qu'elle a dit ensuite? J'ai 5 ans. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit ici? J'ai 5 ans. Et il y a c'est une sorte de moment de vérification, mais c'est le moment aussi où on va institutionnaliser le savoir. On va figer le savoir. L'enseignant, il va conclure sa dictée à l'adulte par quoi? Par la démonstration que ce qui était oral est devenu écrit. Que la pensée s'est traduite par des mots. Et ces mots, ils sont séquencés et ils sont organisés dans l'espace. Deux informations qu'on tire de tout ça, c'est le séquençage des mots, je me lave, et puis la reproduction écrite de la pensée ou de l'oral. Reproduction écrite de la pensée ou reproduction écrite de l'oral, je me lave les mains. Donc, on passe à travers. Donc, on essaie de relire ce qu'on a écrit là sur la feuille désignant Delphine. Donc, Martial, moi, je sais ce qui est écrit. Le maître, en premier, on a dit. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Il répond, qu'est-ce qu'on a dit en premier? Ce qui est écrit. Donc, lui, il a compris qu'il y a reproduction écrite. Oui, mais alors, c'est quoi? Mathieu, moi, je sais. Martial, j'ai 5 ans. Où est-ce que c'est, j'ai 5 ans? J'aide à reconstruire la chronologie. Ou est-ce que c'est la première chose qu'on a dit, j'ai 5 ans? Non, non. Donc, 5 ans, c'est pas ici, c'est là. J'ai 5 ans. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Avant, elle avait dit quelque chose. Martial, je m'appelle Delphine. Voilà, alors c'est marqué où je m'appelle Delphine. J'ai 5 ans, je m'appelle Delphine. C'est là. Mais qu'est-ce qu'il y avait avant? Et oui, on essaie de le reconstruire. De reconstruire ce qu'ils ont fait à l'oral et de le retransposer sur l'écrit. Donc, la dictée à l'adulte, pour, rappelle-t-il, et bientôt à la fin de ce cours, la dictée à l'adulte, vous voyez que, en apparence, pour un adulte, ça ne sert à rien. Ça ne sert pas à lire. Pourquoi est-ce qu'on écrit? Mais dans les faits, c'est vraiment un exercice extrêmement formateur dans la compréhension de ce qu'est l'acte d'écriture. L'acte d'écriture, il est fait d'éléments différents graphiques. Et ces éléments différents graphiques renvoient à la fois à une pensée, à la fois à des mots, et à la fois à des sens, sons, à des pensées, à des mots, à des sons. Donc cette dictée à l'adulte, il faut la penser comme étant un acte d'apprentissage en soi. Elle permet d'acquérir, de manifester des compétences que les élèves auront à obtenir pour pouvoir véritablement écrire. Et dans cette séance, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à reconstruire toute la préparation pédagogique et tout le dispositif de l'enseignant, et on voit deux éléments très clairs. D'abord, que le dispositif en soi, il n'intéresse pas
l'enseignant, sera ça l'objectif, écrire à quelqu'un d'autre. Ah oui, ce qui est le plus visible. On va écrire pour se présenter à des correspondants. Ça, c'est ce qui motive les élèves, mais dans les faits, ce n'est pas ça qui m'intéresse du tout. Le dispositif mis en œuvre, l'explication donnée par les élèves, la motivation qu'on leur donne en termes d'apprentissage, elle est très, très secondaire. Parce que quand ça ne marche pas, ben, ça ne marche pas. Par contre, ce qui est premier, c'est véritablement l'acquisition de compétences. Quelles compétences est-ce que je veux que mes élèves acquièrent? Et c'est des compétences de discrimination visuelle et sonore, c'est des compétences d'entrée dans le monde du séquençage de l'écrit. Et donc, c'est pour ça que tout le dispositif, même si le contenu n'est pas bon, tout le dispositif tourne autour de cela. Ce qui est intéressant aussi dans cette séance, c'est de voir que l'enseignant a compris que un élève ne peut pas assumer une pensée construite tout seul. Donc, il y a une phase où on se constitue la pensée, constitue collectivement la pensée. Il y a une phase où on construit le corpus. Il y a une phase où on se demande ce qu'on va dire. Et au terme de cette phase, eh bien, on écrit. Et l'élève, il assumera son écriture toute seule, elle l'assumera toute seule, bien que le contenu, pour l'aider, ait été fabriqué collectivement. Comment on aurait pu faire pour avoir un autre type d'aide que l'aide collective? Chacun parle et puis on pioche là-dedans. Ben, avoir une photo, par exemple. À un moment donné, il aborde presque le sujet. L'enseignant dit, pour te reconnaître, par exemple, c'est en 74, pour te reconnaître sur une photo, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ben, c'est très bizarre comme information, parce que oui, je m'appelle Delphine, ça ne se voit pas sur la photo. J'ai 5 ans, ça ne se voit pas sur la photo. Mais on est sur une étape 2. On est sur un autre support, un autre essai, qui est la présentation physique. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire depuis le début? Bien, il aurait pu faire la photographie de la petite fille sur sa fiche de présence et puis dire, alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Delphine? Là, il aurait obtenu le langage en situation, je dis ce que je vois. Ou alors, il aurait pu prendre un autre objet. S'il ne veut pas écrire à des correspondants, on prend le chaperon rouge. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le chaperon rouge? Le voilà, le chaperon rouge. Qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? Qui va me dicter une phrase sur le chaperon rouge? Il est comment ce chaperon rouge? On aurait pu être vraiment sur du langage en situation. Je vois, je dis, j'écris. Il a choisi une modalité qui est d'utilisation de connaissances sur soi. Donc, l'élève part de lui, c'est plus simple peut-être, mais c'est du langage d'évocation. Pourquoi? Ben parce que, sortant de maternelle, les élèves ils doivent être capables d'utiliser vraiment ces deux types de langage. Je dis ce que je vois, mais aussi j'utilise ce que je sais déjà, sans support, pour parler. Donc, il veut du langage d'évocation, assez simple parce qu'on parle de soi, mais vous voyez que ça peut donner des résultats qui sont un peu différents. En l'occurrence, je me lave les mains avec du savon. En termes de concours, vous voyez, on isolerait la phrase, par exemple, numéro, la phase 9-11. Bon, alors, est-ce que tu es d'accord avec ce qu'ils ont dit? Delphine, oui. L'enseignant, qu'est-ce qu'il croit? Il croit qu'il a réussi sa phase de constitution de corpus collectif. Et puis, 13, ah, mais c'est pas la même chose que tu as dit, qu'est-ce que j'écris? Et puis 15, je me lave. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Comme l'a dit votre camarade, parce qu'il choisit de sacrifier un des deux objectifs. Il y a un objectif secondaire, on écrit à quelqu'un, il y a un objectif prioritaire. Je fais entrer l'élève dans la compréhension de l'écrit. Et donc, il faut toujours sacrifier les dispositifs un peu gadgets, la mise en œuvre de ce qu'on avait prévu pour simplifier, au profit de ce qui est véritablement l'objectif en termes d'acquisition de compétences. La compétence, ce n'est pas d'écrire une lettre à des inconnus. La compétence, c'est comprendre le séquençage, la reproduction de l'écrit comme étant la reproduction de la pensée et de l'oral. Et c'est ce qui le requiert. Bon, ben écoutez, on arrête là sur cette question de la dictée à l'adulte pour l'instant. Comme il nous reste 10 minutes, on va rebondir sur ce que nous avons fait en fin de séance précédente, c'est-à-dire les groupes dans la phrase. On vous fait une phrase d'exercice et puis on essaie de regarder comment et où sont les groupes. Alors, on va repartir. Hop.
d'un texte que nous avons vu. On va prendre Giono. Où est-ce qu'est Giono? Giono, comme c'est pas où il est, on va chercher. Voilà. Ça arrive. Ça arrive. Bon, alors. Voilà un extrait de texte. Elle s'était métamorphosée par ses enchantements et volontairement. Mais moi qui n'avais été ni enchanté ni victime d'un sort, je demeurais frappé de stupeur devant de faits dont je venais d'être témoin. Alors, on a plusieurs propositions dans cette phrase, indépendantes. On a une première proposition jusque-là, et puis après, on en a une suivante. Les propositions, c'est des morceaux indépendants, on peut les séparer par des points. Là, c'est le cas. On a une première phrase, elle s'était métamorphosée par ses enchantements et volontairement. Là-dedans, où sont les groupes? Où sont les groupes constituants? Ben, il y a un groupe qui est un groupe sujet, il y a un groupe qui est un groupe verbal, et éventuellement, il y a un groupe qui est complément de phrase. Donc, le complément de phrase, c'est tout ce qui est déplaçable et supprimable. Oui, je prends un premier morceau qui est par exemple celui-là. Si je dis j'ai un groupe sujet, un groupe verbal, le complément de phrase, il peut aller ici, il peut aller ici, il peut aller ici. Il n'y a jamais rien qui peut aller en milieu d'un groupe. Oui, si je dis par exemple, il arrive, ou le facteur arrive le matin, le groupe sujet c'est le facteur, mais il n'y a jamais rien que je peux mettre à l'intérieur d'un groupe. Le matin, facteur arrive. Quand on parle de déplacement, on parle évidemment de déplacement entre les grands groupes. On ne parle pas à l'intérieur d'un groupe. Donc, elle, si je mets elle s'était métamorphosée, bon, ça marche. Elle s'était métamorphosée par ses enchantements et volontairement, elle, le elle à cet endroit-là, il ne va pas. Donc, ça veut dire que le elle, finalement, il est collé avec celui qui suit. Donc, ces deux morceaux-là fonctionneront ensemble. Alors, qu'est-ce qu'ils font ensemble, ces deux-là? Ben, dans cette phrase-là, c'est assez simple. Le elle est sujet du verbe métamorphoser. Donc, le elle, il est sujet, celui-là. Le deuxième est une répétition, une imposition dans ce elle-là, qui va aller ensemble. Donc, ces deux-là, ce sera le groupe sujet. Ensuite, il y a le groupe verbal. Le groupe verbal s'arrête où? Ben, il s'arrête quand le sens est compréhensible. Donc, elle, c'était, pas compréhensible. Elle s'était métamorphosée. Est-ce qu'elle s'était métamorphosée? Ça veut dire quelque chose. Vous allez dans la rue, vous dites la sorcière s'est métamorphosée. L'individu à qui vous parlez, il ne sait pas ce que c'est que la sorcière, il ne sait pas de quoi vous parlez, il ne sait pas quand, il ne sait pas où. Mais est-ce que ça veut dire quelque chose? Elle s'était métamorphosée. Ben, a priori, ça voudrait dire quelque chose. Donc, on pourrait s'arrêter là. Donc, le groupe verbal, ce serait ça. Mais ça ne me dit pas si ça, c'est déplaçable et supprimable.
Donc, par ses enchantements, elle s'était métamorphosée. Elle s'était métamorphosée par ses enchantements. Par ses enchantements, visiblement, il peut se déplacer ici et là où il est. Avec les pronoms, c'est très très difficile de faire des déplacements entre groupe sujet et groupe verbal. Mais si vous remplacez par sorcière, par exemple, la sorcière, par ses enchantements, s'était métamorphosée. Donc là, on voit que par ses enchantements, ça pourrait aller avant le sujet, entre le sujet et le verbe, et au bout. Donc visiblement, le par ses enchantements, c'est du groupe complément de phrase, parce que ça peut aller n'importe où, y compris supprimer. Maintenant, il y a la question du volontairement. Volontairement, la sorcière s'était métamorphosée. La sorcière, volontairement, s'était métamorphosée. Et puis, tel qu'il est là. Donc, ça marche aussi, oui. Alors, en l'occurrence, on va le laisser. Ils sont coordonnés par un et. Mais on pourrait avoir une coordination avec un et de deux éléments qui n'ont rien à voir. Mais là, en l'occurrence, effectivement, le volontairement, il se déplace aussi. Donc, ça veut dire qu'on va prendre tout le bloc-là, et tout ce bloc-là, eh bien, ce sera le troisième morceau, ce sera le complément de phrase. Le groupe complément de phrase. Pourquoi? Ben parce que par ces enchantements et volontairement, ça peut aller ici, ça peut aller ici, ça peut aller ici, voire éventuellement, ça peut supprimer. Donc, c'est ça le grand critère du troisième groupe, c'est qu'il peut se déplacer ou se supprimer. Ce qui va s'éclairer peut-être un peu plus avec la phrase suivante. Hop, je vais coller comme ça cette phrase pour la voir mieux. Hop, je vais l'agrandir. Moi, n'avais été ni victime d'un sort, ni enchanté, je demeurais frappé de stupeur devant le fait dont je venais d'être témoin. Alors, il y a trois verbes là-dedans. Simplement, il y en a un qui est le verbe central de la phrase. Si vous allez vers quelqu'un et puis que vous lui dites « dont je venais d'être témoin », est-ce que pour lui, ça veut dire quelque chose dont je venais d'être témoin? Ça ne veut rien dire. Donc, ce verbe-là et ce sujet-là, ce n'est pas eux qui vont fabriquer le sens du verbe. Par contre, si vous lui dites « je demeurais frappé de stupeur », ce n'est pas dans quelle circonstance. Mais le « je demeurais frappé de stupeur », met un point, il a du sens tout seul. Donc, ce qui sera, on va prendre des couleurs, ce qui sera le groupe sujet, ben, c'est au minimum ça, le je. Ce qui sera le groupe verbal, ça ne peut pas être demeuré. Que je demeurais, ça ne veut rien dire. Je demeurais frappé, ça pourrait. Donc, dans le verbe, il pourrait y avoir ça, à condition que le reste soit déplaçable et supprimable. Mais alors, qu'est-ce que je fais de tout le reste? Moi, je demeurais frappé de stupeur devant les faits dont je venais d'être témoin, moi. Moi, il pourrait évidemment se déplacer. Je demeurais frappé, moi, de stupeur devant le fait dont je venais d'être un témoin. Le moi, il pourrait se déplacer, celui-là. Donc, est-ce qu'on peut le déplacer? Est-ce qu'on le déplace? Est-ce qu'on le met en troisième morceau? Complément de phrase. Moi. Je demeurais frappé, moi. Moi, je demeurais frappé. Moi, demeurais frappé. Il se déplace visiblement, il se supprime. Qu'est-ce qu'on fait de qui avait été ni enchanté, ni victime d'un sort? Je demeurais frappé de stupeur qui n'avait jamais été enchanté ni victime d'un sort. Ben, le qui, il va avec le moi. Moi qui.
Le qui va avec je n'avais, le été va avec j'avais, ni va avec avait été, enchanté il y avait avec le ni, et puis ni victime va avec celui-là, et d'un sort va avec victime. Donc tout ce bloc-là, ben, finalement, il va avec le moi. Donc est-ce que tout ce bloc-là, il se déplace? Et c'est bien beau de dire que le stupeur, par exemple, il se déplace, mais il faut voir qu'il va avec le ne, et puis qu'il y a des éléments. Témoin peut se déplacer, mais ou pas, mais est-ce que d'être témoin, ça peut se déplacer ou pas? Donc le moi va avec le qui va avec le navet va avec, etc. Donc tout ce bloc-là va ensemble. Donc est-ce que moi qui avais été victime d'un sort, ça se déplace? Je demeurais frappé, moi qui avais été victime d'un sort, de stupeur. Je demeurais frappé de stupeur, moi qui avais. Donc si je déplace moi, je déplace tout jusqu'à sort. Alors effectivement, tout ce bloc-là, non seulement on supprime, mais se déplace. Donc c'est effectivement dans le groupe complément. Ensuite, qu'est-ce que je fais de stupeur? Moi qui n'avais rien, de stupeur, je demeurais frappé. Je demeurais frappé. On se demandait de stupeur quelle est sa fonction grammaticale. Sa fonction grammaticale, c'est d'être un complément d'objet indirect. Frappé de quoi? De stupeur. Et je vous ai dit que les compléments d'objet, on les mettait dans le verbe. Donc le de stupeur, on va le laisser avec le groupe verbal. Pourquoi? Parce que c'est un complément du verbe. Et les compléments du verbe vont avec le verbe. Je demeurais frappé de stupeur, moi, qui l'avais été, etc. Et puis, il manque le dernier morceau, qu'est-ce que j'en fais? Devant le fait dont je venais d'être témoin, moi qui avais été, je demeurais devant le fait qui avait été Lucius, son prénom, devant le fait dont il venait d'être témoin, demeurait frappé. Dont il venait d'être témoin, ça peut se mettre avant, ça peut se mettre après, ça peut se supprimer. Donc c'est aussi un complément de phrase. Donc dans cette phrase, ben, il y a un sujet, un groupe sujet, c'est je. Ensuite, il y a un groupe verbal, c'est demeurer frappé de stupeur. Et puis tout le reste, c'est le complément de phrase. Oui. Alors le mais, il fait la transition avec la phrase précédente, c'est une conjonction de coordination. Donc on va l'isoler en gros, on le laisse tout seul, c'est ce qui fait la jonction avec la phrase là-bas. Qu'est-ce qu'il faut regarder comme mécanisme? Ben, comme mécanisme, c'est qu'il peut y avoir plusieurs verbes, il peut y avoir plusieurs sujets. Mais en tout cas, il y en a un qui porte le sens central, le verbe. Et il y en a un qui est le sujet de celui qui porte le sens central. Donc ce sera lui qui sera groupe sujet, l'autre sera groupe verbal. Le verbe, il va avec ses compléments. Donc on met ses compléments avec, et puis tout le reste, on regarde si ça se déplace, si ça se supprime. Si ça ne se déplace pas, ça va avec le verbe. Si ça ne se déplace pas, ça va avec le sujet. Quand ça se déplace et ça se supprime, c'est le groupe complément. Sinon, c'est dans l'un ou dans l'autre des groupes sujet ou verbe. Bon, allez, bah, c'est tout. J'ai débordé. Alors,